À cet instant précis, quelque part dans le monde, des milliards de personnes sont en train de manger un morceau de pain, une cuillère de riz, une bouchée de fruits, un simple repas, quelque chose d'ordinaire, quelque chose que nous faisons tous les jours sans y penser. Mais derrière ce geste banal se cache l'un des voyages les plus extraordinaires de la nature. Car dès l'instant où la nourriture franchit vos lèvres, elle cesse progressivement d'être de la nourriture. Elle commence une transformation qui finira par devenir vous. Votre peau, vos muscles, vos hormones, vos pensées. Même les cellules de votre cœur qui battent en ce moment dépendent de ce voyage. Imaginez une seule bouchée, une seule. Pendant les prochaines heures, elle va traverser des environnements extrêmes. Elle va être broyée, dissoute, démantelée, filtrée, sortie, transportée et finalement absorbée par des cellules qui décideront si elle mérite ou non d'entrer. Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, votre corps n'est pas un simple tube dans lequel la nourriture tombe avant d'être absorbée. C'est une immense civilisation biologique, des milliards de cellules, des milliers de milliards de bactéries, des kilomètres de vaisseaux sanguins, des centaines de signaux chimiques. Tous travaillent ensemble pour accomplir une mission, extraire la vie d'un repas. Et ce processus commence avant même que la nourriture ne touche votre langue. Oui, avant même la première bouchée, votre cerveau a déjà commencé à travailler. L'odeur d'un repas, la vue d'une assiette, le simple souvenir d'un aliment apprécié, tout cela active des régions cérébrales qui préparent le corps à ce qui arrive. La salivation augmente. L'estomac se prépare, des hormones digestives commencent à être libérées, comme si tout le système recevait un message d'alerte « Préparez-vous, du carburant arrive ». Et pourtant, malgré cette incroyable préparation, une question demeure. Comment un morceau de nourriture peut-il devenir une partie vivante de votre corps? Comment une pomme peut-elle contribuer à construire vos cellules? Comment un grain de riz peut-il alimenter votre cerveau? Comment les protéines de votre repas peuvent-elles un jour faire partie de vos muscles? La réponse n'est pas simple, et c'est précisément ce qui rend ce voyage si fascinant. Parce que la plupart des gens imaginent que l'estomac fait tout le travail. En réalité, l'estomac n'est qu'une étape parmi de nombreuses autres. Le véritable voyage est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe et beaucoup plus impressionnant. Dans les prochaines minutes, nous allons suivre une seule bouchée de nourriture à travers chaque étape de son aventure. Nous allons voir comment elle est transformée en molécules microscopiques, comment elle franchit les barrières du corps, comment elle voyage dans le sang et comment elle finit par pénétrer dans une cellule où elle pourra être utilisée pour produire l'énergie qui vous maintient en vie. Car la vérité est que chaque repas raconte une histoire invisible, une histoire qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment même. Et la première étape de cette aventure commence dans un endroit que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend réellement. Votre bouche. La plupart des gens considèrent la bouche comme une simple porte d'entrée, un lieu de passage, un endroit où la nourriture reste quelques secondes avant de poursuivre sa route. Mais en réalité, la bouche est le premier laboratoire du système digestif, et c'est ici que notre bouchée commence sa transformation. Imaginez que vous portiez un morceau de pain à votre bouche. Avant même le premier mouvement de mâchoire, plusieurs systèmes sont déjà activés. Les glandes salivaires augmentent leur production, le cerveau surveille l'odeur, les yeux analysent la nourriture, les centres de récompense anticipent l'énergie à venir. Votre corps ne réagit pas à la nourriture lorsqu'elle entre dans l'estomac, il commence à réagir dès qu'il comprend qu'elle arrive. C'est ce qu'on appelle parfois la phase céphalique de la digestion, une sorte de répétition générale avant le spectacle principal. Puis vient le premier coup de mâchoire, et soudain, quelque chose d'extraordinaire commence. Les dents ne servent pas seulement à réduire les aliments en petits morceaux, elles augmentent leur surface de contact. Plus les fragments deviennent petits, plus les enzymes digestives pourront agir efficacement. Imaginez essayer de faire fondre un glaçon entier, puis imaginez le même glaçon réduit en centaines de petits morceaux. Le second disparaîtra beaucoup plus rapidement. Votre nourriture suit exactement le même principe. Chaque mouvement de mastication prépare les étapes suivantes du voyage.
Mais la véritable star de cette première phase n'est pas la dent, c'est la salive. Chaque jour, votre corps produit entre 1 et 2 litres de salive. Pourtant, peu de personnes réalisent à quel point ce liquide est sophistiqué. La salive n'est pas simplement de l'eau, elle contient des enzymes spécialisées. Parmi elles se trouve l'amylase salivaire, une enzyme capable de commencer à découper les longues chaînes d'amidon présentes dans le pain, les pâtes, le riz ou les pommes de terre. Autrement dit, la digestion chimique commence déjà dans votre bouche, pendant que vous mâchez, pendant que vous parlez, pendant que vous savourez les premières saveurs. Des milliers de réactions moléculaires sont déjà en cours. Mais ce n'est pas tout. Votre langue joue également un rôle essentiel. Elle ne se contente pas de déplacer la nourriture, elle agit comme un système d'analyse sophistiqué. Des milliers de récepteurs gustatifs détectent le sucré, le salé, l'acide, l'amer, l'umami. Chaque information est envoyée vers le cerveau, et le cerveau répond en ajustant toute la stratégie digestive, comme un chef d'orchestre dirigeant un immense ensemble invisible. Plus étonnant encore, la bouche fournit les premières informations sur la qualité et la sécurité des aliments. Un goût amer inhabituel, une texture étrange, une odeur suspecte, et le cerveau peut immédiatement déclencher des mécanismes de rejet. Votre corps évalue constamment ce qui mérite d'entrer, car tout ce qui est avalé deviendra potentiellement une partie de vous. Après plusieurs dizaines de mouvements de mastication, notre bouchée n'a déjà plus grand-chose à voir avec sa forme d'origine. Elle s'est transformée dans une masse humide appelée bol alimentaire, un mélange complexe de particules alimentaires, d'eau, d'enzymes et de mucus. Et c'est à ce moment qu'un événement remarquable se produit. Vous avalez. Un geste tellement automatique que la plupart des gens ne lui accordent aucune attention. Pourtant, plus de 50 muscles doivent se coordonner avec une précision incroyable. En une fraction de seconde, les voies respiratoires se ferment. L'épiglotte agit comme une barrière de sécurité. La nourriture est dirigée vers l'œsophage, l'air est maintenu hors du trajet. Une erreur de synchronisation pourrait envoyer le bol alimentaire dans les poumons, mais heureusement ce système fonctionne avec une efficacité remarquable des milliers de fois dans votre vie. Notre bouchée quitte maintenant la bouche, la lumière disparaît, le voyage devient plus profond, plus sombre, plus mystérieux, et ce qui l'attend ensuite ressemble moins à un organe qu'à une immense chambre de transformation chimique, un endroit où même les aliments les plus solides commencent à perdre leur identité, l'estomac. Notre bouchée vient de quitter la bouche. Le voyage semble simple. Elle descend. Encore quelques secondes, et elle atteint l'estomac. Mais ce qui l'attend ici n'a rien d'ordinaire. Car l'estomac est l'un des environnements les plus extrêmes du corps humain. Imaginez entrer dans une immense chambre de brassage biologique. Les parois se contractent, les fluides circulent. Les réactions chimiques s'intensifient et partout autour de notre bouchée, une véritable opération de démantèlement est sur le point de commencer. Pendant longtemps, les scientifiques ont considéré l'estomac comme une simple poche de stockage, un réservoir temporaire. Aujourd'hui, nous savons qu'il est bien plus que cela. C'est un centre de transformation sophistiqué qui décide comment la suite du voyage va se dérouler. Dès l'arrivée du bol alimentaire, les muscles de l'estomac se mettent au travail. Les contractions commencent, lentement, puis avec davantage de puissance. La nourriture est comprimée, mélangée, retournée, brassée encore et encore, comme du linge dans une machine à laver biologique. Mais la mécanique n'est qu'une partie de l'histoire. Le véritable pouvoir de l'estomac réside dans sa chimie. Les cellules gastriques sécrètent de l'acide chlorhydrique, un liquide si puissant que son pH peut descendre entre 1 et 2. À titre de comparaison, cela est plus acide que de nombreux aliments que nous considérons déjà comme très acides. Pourquoi un tel environnement ? Parce que cet acide accomplit plusieurs missions essentielles. Il détruit de nombreux micro-organismes potentiellement dangereux, il aide à séparer les structures complexes des aliments et surtout, il prépare les protéines pour l'étape suivante de leur digestion. Les protéines sont comme des longues chaînes soigneusement repliées sur elles-mêmes. L'acide agit un peu comme quelqu'un qui défait un nœud extrêmement complexe. Il déplie ces structures, les expose, les rend accessibles aux enzymes digestives. Puis entre en scène une autre actrice essentielle, la pepsine, une enzyme spécialisée dans la découpe des protéines.
Petit à petit, les longues chaînes protéiques commencent à être fragmentées. Pas encore complètement, mais suffisamment pour poursuivre leur transformation plus loin dans le système digestif. Pendant ce temps, les glucides qui avaient commencé à être digérés dans la bouche voient leur progression ralentir. L'environnement très acide finit par désactiver l'amylase salivaire. Son travail est terminé. D'autres enzymes prendront bientôt le relais. Mais quelque chose d'encore plus fascinant est en train de se produire. L'estomac ne vide pas son contenu immédiatement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il contrôle soigneusement le rythme auquel la nourriture est libérée. Comme un poste de péage sur une autoroute, chaque portion est autorisée à avancer progressivement. Pourquoi ? Parce que l'intestin grêle qui attend plus loin doit pouvoir traiter efficacement ce qui arrive. Trop de nourriture d'un seul coup créerait un véritable embouteillage biologique. Le système digestif préfère avancer avec précision plutôt qu'avec vitesse. Cette régulation dépend notamment du type d'aliments consommés. Les liquides peuvent quitter l'estomac relativement rapidement. Les glucides sont généralement traités plus vite. Les protéines nécessitent davantage de temps, et les repas riches en graisse peuvent parfois rester plusieurs heures dans l'estomac avant de poursuivre leur route. Votre corps ajuste constamment le trafic digestif. Il ne fonctionne pas selon une horloge fixe. Il s'adapte, en permanence. C'est l'une des raisons pour lesquelles 2 repas peuvent produire des sensations totalement différentes. Un repas léger, un repas très gras, un repas riche en fibres. Chaque combinaison raconte une histoire digestive différente. Pendant ce temps, notre bouchée originale est devenue méconnaissable. Les morceaux visibles disparaissent progressivement. Les structures initiales se désagrègent. Le mélange devient une substance semi-liquide appelée chyme, une soupe biologique dense, acide, partiellement digérée, prête pour la prochaine étape. Et pourtant, malgré tout ce travail impressionnant, la majorité des nutriments n'ont toujours pas été absorbés. Rien, ou presque, n'a encore nourri une seule cellule. Pas une. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles imaginent que l'estomac est le centre principal de l'absorption. En réalité, le véritable miracle du voyage est encore devant nous. Car juste après cette chambre acide se trouve une structure si extraordinaire qu'elle possède une surface d'échange comparable à celle d'un appartement entier. Un organe destiné à extraire chaque molécule utile avec une efficacité remarquable. L'endroit où la nourriture cesse progressivement d'être un repas et commence à devenir une partie de votre corps. L'intestin grêle. Après avoir traversé l'environnement acide de l'estomac, notre bouchée n'est plus reconnaissable. Elle n'a plus la forme d'un morceau de pain, d'un fruit ou d'un repas. Elle est devenue un mélange liquide complexe, le chyme. Et maintenant, elle arrive à l'endroit où se déroule l'un des plus grands miracles biologiques du corps humain, l'intestin grêle. Si vous pouviez le déployer entièrement devant vous, il mesurerait plusieurs mètres de long. Mais sa véritable prouesse n'est pas sa longueur, c'est sa surface. Car l'intérieur de l'intestin n'est pas lisse, loin de là. Ses parois sont couvertes de replis. Ces replis sont couverts de milliers de villosités et chaque villosité est recouverte de micro-villosités, encore plus petites. Imaginez une serviette éponge observée au microscope, puis imaginez cette structure multipliée à une échelle presque inimaginable. Tout cela a un objectif précis: créer le maximum de surface possible pour capter les nutriments. Si l'on étalait toute cette surface d'absorption, elle pourrait couvrir plusieurs dizaines de mètres carrés. Une immense frontière biologique entre le monde extérieur et votre organisme. Car aussi étrange que cela puisse paraître, la nourriture qui se trouve dans votre intestin n'est toujours pas techniquement à l'intérieur de votre corps. Pas encore. Elle circule dans un tunnel traversant votre organisme, mais elle reste séparée de vos tissus par une fine barrière cellulaire. Pour entrer véritablement dans votre corps, chaque molécule devra obtenir l'autorisation de franchir cette frontière. Et c'est ici que le véritable tri commence. Lorsque le chyme arrive dans l'intestin grêle, plusieurs organes rejoignent soudainement l'opération. Le pancréas libère un arsenal d'enzymes digestives. Le foie envoie la bile, stockée dans la vésicule biliaire. Ces substances agissent comme des équipes spécialisées chargées de démonter les aliments jusqu'à leurs plus petites unités.
Les glucides sont réduits en sucre simple, les protéines sont découpées en acides aminés. Les graisses sont fragmentées en acides gras et en monoglycérides. Chaque molécule devient suffisamment petite pour traverser la frontière intestinale. Prenons les graisses. Elles posent un problème particulier. L'eau et les graisses ne se mélangent pas facilement. Or, l'intestin est un environnement majoritairement aqueux. La bile intervient alors comme un médiateur. Elle entoure les particules graisseuses et les fragmente en minuscules gouttelettes, un peu comme du liquide vaisselle qui disperse la graisse sur une assiette. Cette étape augmente considérablement la surface disponible pour les enzymes digestives. Et soudain, ce qui semblait impossible devient réalisable. Les lipides commencent à être absorbés. Pendant ce temps, les glucides suivent leur propre voie. Les longues chaînes d'amidon ont été progressivement démontées. Elles deviennent du glucose, une petite molécule qui servira bientôt de carburant à pratiquement toutes les cellules du corps. Les protéines, elles aussi, poursuivent leur transformation. Leurs acides aminés traversent la paroi intestinale et rejoignent la circulation. Ces molécules deviendront plus tard des muscles, des enzymes, des hormones, des anticorps, peut-être même certaines protéines présentes dans votre cerveau en ce moment. La transformation devient presque poétique. Ce qui était autrefois un repas commence à perdre son identité d'origine. Il devient de la matière humaine potentielle. Mais l'intestin ne laisse pas tout passer. Contrairement à un simple filtre, il agit comme un agent de sécurité extrêmement sélectif. Chaque jour, il doit distinguer les nutriments utiles, les bactéries bénéfiques, les substances inoffensives et les éléments potentiellement dangereux. Un équilibre délicat. Une erreur pourrait permettre à des agents nocifs de pénétrer dans l'organisme. Pour accomplir cette mission, l'intestin travaille en étroite collaboration avec le système immunitaire. En réalité, une grande partie des cellules immunitaires du corps se trouve précisément autour de l'intestin, comme une armée stationnée à la frontière la plus fréquentée de l'organisme. Car tout ce qui entre ici peut potentiellement atteindre chaque organe du corps. Et pourtant, après cette extraordinaire phase d'absorption, le voyage n'est toujours pas terminé. Beaucoup de spectateurs pensent que les nutriments absorbés vont immédiatement nourrir les cellules. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Une étape cruciale reste encore à traverser. Une étape que peu de gens connaissent réellement. Car avant d'atteindre vos muscles, votre cerveau ou votre cœur, presque tout ce qui est absorbé doit d'abord passer par un immense centre de contrôle biologique. Un organe qui inspecte, qui trie, qui stocke, qui transforme, qui redistribue et parfois bloque complètement certaines molécules. C'est ici que notre histoire prend un tournant inattendu. Car manger ne signifie pas automatiquement nourrir vos cellules. Le véritable décideur se trouve ailleurs. Et son nom est le foie. Jusqu'à présent, notre bouchée a traversé la bouche, l'estomac, l'intestin grêle. Ces nutriments ont été soigneusement découpés en molécules suffisamment petites pour franchir la barrière intestinale. À première vue, la mission semble accomplie. Les nutriments sont absorbés, le voyage est terminé. Pas vrai? Pas du tout. En réalité, le chapitre le plus important commence maintenant, car les molécules qui viennent d'être absorbées n'ont toujours pas atteint la majorité de vos cellules. Elles doivent encore passer devant un immense poste de contrôle, un organe qui décide du destin de presque tout ce que vous mangez. Le foie. Situé juste sous les côtes, du côté droit, le foie est souvent présenté comme un organe de détoxification. Mais cette description ne raconte qu'une petite partie de son histoire. Le foie est également un centre logistique colossal, un centre de tri, un laboratoire chimique, un entrepôt énergétique et un chef d'orchestre métabolique. Imaginez un immense centre de distribution recevant des milliers de colis chaque seconde. Chaque colis doit être inspecté, classé, redirigé, stocké ou parfois détruit. C'est exactement ce qui se produit ici. Lorsque les nutriments quittent l'intestin, ils n'entrent immédiatement pas dans la circulation générale. Ils empruntent une voie spéciale appelée veine porte hépatique, une sorte d'autoroute privée reliant directement l'intestin au foie. Tout passe d'abord par lui, ou presque. Le glucose, les acides aminés, les vitamines, les minéraux, les molécules végétales,
Tous arrivent devant ce gigantesque centre de contrôle et c'est ici que se produit l'une des plus grandes révélations de la biologie humaine. Votre organisme ne cherche pas simplement à absorber de la nourriture. Il cherche à maintenir un équilibre, une stabilité, une forme d'ordre au milieu d'un flux constant de nutriments. Car trop de glucose dans le sang pourrait devenir problématique. Trop peu également. Le corps doit constamment naviguer entre ces extrêmes. Prenons le glucose. Après un repas riche en glucides, une grande quantité de glucose peut apparaître dans la circulation. Sans régulation, cette concentration pourrait grimper rapidement. Le pancréas intervient alors. Il libère une hormone appelée insuline. L'insuline agit comme un signal, un message chimique envoyé aux cellules. Son rôle est souvent résumé par une image simple, une clé. Mais la réalité est encore plus fascinante. L'insuline ne pousse pas directement le glucose dans les cellules. Elle déclenche des séries de mécanismes qui permettent à certaines cellules d'exposer davantage de transporteurs de glucose à leur surface. L'un des plus connus est le GLUT4. Soudain, davantage de glucose peut entrer dans les muscles et certains autres tissus. Le trafic s'organise. Le chaos potentiel devient un système ordonné. Et c'est ici que beaucoup de gens découvrent quelque chose d'inattendu. Le but principal de votre organisme n'est pas de brûler immédiatement tout ce que vous mangez. Le corps pense comme stratège. Il pense au futur. Il stocke. Il réserve. Il anticipe. Une partie de glucose est transformée en glycogène dans le foie et les muscles, une forme de stockage énergétique rapidement mobilisable, comme une batterie de secours biologique. Une autre partie pourra être utilisée immédiatement. Certaines molécules seront transformées. D'autres seront conservées pour plus tard, et certaines ne seront jamais utilisées. Et puis arrive un moment de compréhension qui change complètement la façon dont on voit la nutrition. Ce que vous mangez n'est pas ce qui nourrit directement vos cellules. Ce qui nourrit vos cellules, c'est ce que votre organisme réussit à digérer, absorber, transporter, réguler, distribuer et finalement autoriser à entrer dans les tissus. C'est une différence immense. 2 personnes peuvent manger exactement le même repas. Pourtant, leur organisme peut le traiter de manière très différente, selon leur sensibilité à l'insuline, leur niveau d'activité physique, leur sommeil, leur santé intestinale, leur état inflammatoire, leurs réserves énergétiques. La nourriture n'est que le début de l'histoire. La biologie décide de la suite. Et soudain, quelque chose devient clair. Le corps humain n'est pas une machine passive. C'est un système intelligent qui prend constamment des décisions, des millions de décisions, chaque seconde, pour protéger son équilibre, pour préserver son énergie, pour assurer sa survie. Cette révélation change tout, parce qu'à partir de maintenant, notre bouchée n'est plus simplement une nourriture digérée. Elle est devenue un ensemble de ressources biologiques soigneusement sélectionnées, prêtes à être envoyées vers les régions du corps qui en ont besoin. Mais comment ces nutriments atteignent-ils réellement les muscles, le cerveau, le cœur, les os? Comment une molécule absorbée dans l'intestin peut-elle voyager jusqu'à une cellule située à l'autre extrémité de votre corps? Pour comprendre cela, nous devons entrer dans un des réseaux de transport les plus extraordinaires de la nature. Un réseau qui parcourt presque chaque millimètre de votre organisme. La circulation sanguine. Notre bouchée a maintenant franchi la bouche, l'estomac, l'intestin et le foie. Elle n'existe plus sous sa forme d'origine. Ce qui reste est un ensemble de molécules soigneusement sélectionnées. Du glucose, des acides aminés, des acides gras, des vitamines, des minéraux. Des molécules prêtes à servir. Mais une nouvelle question apparaît. Comment ces nutriments atteignent-ils les dizaines de milliers de milliards de cellules réparties dans l'ensemble du corps? La réponse se trouve dans un réseau si vaste qu'il pourrait faire plusieurs fois le tour de la Terre s'il était entièrement déployé. Le système circulatoire. À cet instant précis, votre cœur est en train de propulser du sang dans près de 100 000 km de vaisseaux sanguins, jour et nuit, sans interruption, depuis avant votre naissance. Et chaque battement représente une nouvelle opportunité de livraison. Imaginez une immense métropole. Des autoroutes, des routes secondaires, des ruelles étroites, des véhicules transportant des marchandises essentielles. Le système circulatoire fonctionne selon un principe similaire.
Les grandes artères transportent le sang rapidement vers les différentes régions du corps. Puis elles se divisent, encore et encore, jusqu'à former des capillaires, des vaisseaux si fins que les globules rouges doivent parfois s'y déplacer en file indienne. C'est ici que la magie opère, car les capillaires sont les véritables points d'échange entre le sang et les tissus, le lieu où les nutriments quittent leur réseau de transport pour rejoindre les cellules. Notre glucose maintenant voyage dans cette immense autoroute liquide portée par le plasma sanguin. À chaque battement cardiaque, il traverse de nouveaux territoires, le cerveau, les muscles, le foie, les reins, le cœur. Chaque organe reçoit sa part, mais tous ne demandent pas les mêmes ressources. Le cerveau, par exemple, est particulièrement gourmand. Bien qu'il ne représente qu'une petite fraction du poids corporel, il consomme une part considérable de l'énergie disponible, même lorsque vous êtes assis, même lorsque vous ne bougez pas, même lorsque vous dormez. Des milliards de neurones continuent de communiquer, et ils ont besoin d'un approvisionnement constant. Le glucose devient alors un carburant précieux. Pendant ce temps, les muscles reçoivent également leur livraison. Lorsqu'ils sont au repos, leurs besoins restent relativement modestes. Mais dès que vous vous levez, dès que vous marchez, dès que vous montez un escalier, la demande énergétique peut augmenter brutalement. Et le réseau sanguin s'adapte immédiatement. Les vaisseaux se dilatent, le débit augmente. Davantage de nutriments sont acheminés vers les zones actives. C'est une logistique en temps réel, une logistique vivante. Mais toutes les molécules ne voyagent pas de la même façon. Les glucides et les acides aminés circulent facilement dans le plasma sanguin. Les fresses, elles, nécessitent une stratégie différente. Souvenez-vous, les lipides ne se mélangent pas facilement à l'eau. Or, le sang est majoritairement composé d'eau. Le corps a donc développé une solution ingénieuse. Les fresses sont emballées dans des structures spécialisées appelées lipoprotéines. Des minuscules véhicules biologiques conçus pour transporter les lipides à travers la circulation. Comme des cargos traversant un immense océan. Chaque particule transporte sa précieuse cargaison vers les tissus qui en auront besoin. Certaines seront utilisées immédiatement comme source d'énergie, d'autres serviront à construire des membranes cellulaires. D'autres encore participeront à la fabrication d'hormones essentielles. Car la nourriture ne fournit pas seulement des calories, elle fournit également des matériaux de construction. À cet instant même, certaines molécules issues d'un repas précédent participent peut-être à la réparation d'un tissu, à la fabrication d'une enzyme, à la création d'un neurotransmetteur dans votre cerveau, à la reconstruction d'une cellule de votre peau. Votre corps est en permanence en chantier, et chaque repas apporte de nouveaux matériaux. Mais malgré toute cette sophistication, les nutriments ne peuvent pas simplement entrer dans une cellule lorsqu'ils arrivent à destination, car chaque cellule possède son propre système de sécurité, ses propres règles, ses propres portes d'entrée. Le voyage dans le sang n'était qu'une étape intermédiaire. Le véritable objectif approche enfin. Après des heures de transformation, de sélection et de transport, une simple molécule de glucose se trouve maintenant devant une cellule. Une seule cellule parmi les dizaines de milliers de milliards qui composent votre organisme. Et ce qui va se passer ensuite déterminera son destin. Sera-t-elle utilisée pour produire de l'énergie, stockée pour plus tard, transformée en une autre molécule ou rejetée? Car la dernière étape du voyage est aussi la plus extraordinaire. C'est le moment où la nourriture cesse définitivement d'être de la nourriture et devient de la vie. Après un voyage de plusieurs heures, notre molécule de glucose est enfin arrivée à destination. Elle a traversé la bouche, l'estomac, l'intestin, le foie, la circulation sanguine. Elle a parcouru des kilomètres de vaisseaux, échappé à d'innombrables mécanismes de contrôle. Et maintenant, elle se trouve devant quelque chose de minuscule, une cellule. À première vue, cela peut sembler insignifiant, mais c'est ici que se joue le véritable objectif de tout le voyage. Car tant qu'un nutriment circule dans le sang, il n'alimente rien. Il transporte simplement un potentiel. L'énergie n'existe pas encore. Elle doit être libérée. Et pour cela, la cellule doit d'abord accepter le glucose. Imaginez une ville entourée de murs. Personne n'entre librement. Des portes existent, des contrôles également. Les cellules fonctionnent selon une logique similaire. Leur membrane agit comme une frontière intelligente. Certaines molécules peuvent traverser facilement, d'autres doivent utiliser des transporteurs spécialisés. Notre molécule de glucose attend maintenant son tour.
Sous l'influence de signaux hormonaux, notamment l'insuline dans certains tissus, des transporteurs apparaissent à la surface cellulaire. L'entrée devient possible. Le glucose franchit alors la membrane et pour la première fois depuis le début de son voyage, il se trouve réellement à l'intérieur d'une cellule vivante. Mais son aventure n'est toujours pas terminée. En réalité, elle ne fait que commencer. Car au cœur de presque toutes vos cellules se trouvent des structures extraordinaires. De minuscules centrales énergétiques, les mitochondries. Pendant longtemps, les scientifiques les ont simplement décrites comme les centrales électriques de la cellule. L'image est utile, mais elle ne reflète pas toute leur sophistication. Les mitochondries sont des usines biologiques d'une efficacité remarquable. Elles reçoivent des nutriments, les démontent progressivement, capturent leur énergie, puis convertissent cette énergie dans une monnaie universelle utilisée par pratiquement toutes les cellules du corps. L'ATP, l'adénosine triphosphate. Vous n'avez pas besoin de retenir ce nom, mais vous utilisez cette molécule en permanence. Lorsque vous clignez des yeux, lorsque vous respirez, lorsque votre cœur bat, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous lisez cette phrase. L'ATP est dépensé, puis recréé, encore et encore, des milliards de fois, chaque seconde. Notre molécule de glucose va maintenant participer à ce processus. Elle est progressivement décomposée. Ses liaisons chimiques sont exploitées, son énergie est extraite, et finalement, une partie de cette énergie devient de l'ATP. Le voyage est accompli. Une simple bouchée de nourriture s'est transformée en mouvement, en pensée, en vie. Et pourtant, toutes les molécules ne suivent pas exactement ce chemin. Certaines deviennent des réserves énergétiques, d'autres participent à la construction de nouvelles protéines. D'autres encore servent à réparer des tissus dommagés. Prenons les acides aminés issus des protéines alimentaires. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer des enzymes, des anticorps, des hormones, des fibres musculaires. Chaque jour, votre organisme détruit et reconstruit une partie de lui-même. Des cellules meurent, d'autres naissent, des structures vieillissent, d'autres sont réparées. Votre corps n'est jamais statique. Il est en perpétuelle transformation. Même en ce moment, la peau que vous portez aujourd'hui n'est pas exactement celle que vous portiez il y a quelques mois. Une partie des protéines de vos muscles est régulièrement renouvelée. Même certains composants de vos os sont continuellement remplacés. Vous n'êtes pas moins une statue qu'une rivière. Toujours reconnaissable, mais jamais exactement identique. Et c'est là que notre histoire prend d'une dimension presque vertigineuse. Parce qu'au cours de votre vie, vous ne cessez de vous reconstruire à partir de ce que votre corps reçoit, transforme et utilise. Chaque repas devient une opportunité de renouvellement. Chaque nutriment devient une possibilité. Chaque cellule participe à cette immense conversation biologique. Mais lorsqu'on prend du recul, une question encore plus fascinante apparaît. Que signifie réellement l'expression « vous êtes ce que vous mangez » ? Car la réponse est à la fois vraie et incomplète. Lorsque nous avons commencé ce voyage, tout semblait simple. Une bouchée, un repas, un geste quotidien, quelque chose que nous faisons souvent sans même y penser. Mais maintenant, après avoir suivi cette nourriture à travers le corps humain, il devient difficile de regarder une assiette de la même façon. Car ce qui semblait être un simple repas était en réalité le point de départ d'une immense chaîne d'événements biologiques. Des milliards de réactions chimiques, des milliers de décisions cellulaires, une coordination presque inimaginable. Tout cela pour accomplir une seule mission: transformer le monde extérieur en matière vivante. Pendant des heures, notre bouchée a été démontée pièce par pièce. Ses structures ont disparu. Son identité s'est effacée. Pourtant, rien n'a été perdu. Au contraire, chaque molécule utile a été récupérée, réaffectée, réutilisée, comme si le corps possédait sa propre économie circulaire. Une économie où rien n'est simplement consommé, tout est transformé.
Et c'est ici que l'on comprend pourquoi l'expression « vous êtes ce que vous mangez » ne raconte qu'une partie de l'histoire. En réalité, vous êtes ce que votre corps parvient à utiliser. Cette différence est fondamentale, car un aliment ne devient pas automatiquement partie de vous. Il doit être correctement mastiqué, correctement digéré, correctement absorbé, correctement transporté, correctement distribué, puis accepté par les cellules qui en ont besoin. Chaque étape compte. Chaque étape influence le résultat final. Deux personnes peuvent partager exactement le même repas, mais leur organisme ne construira pas nécessairement la même réalité biologique à partir de celui-ci. Le sommeil, l'activité physique, la santé intestinale, l'équilibre hormonal, le niveau de stress, l'âge, l'état métabolique, tous ces facteurs influencent la manière dont le corps utilisera les ressources disponibles. La nourriture est l'ingrédient, la biologie est l'architecte. Et plus nous comprenons cela, plus une vérité fascinante apparaît. Votre corps n'est pas une machine passive qui subit ce que vous lui donnez. C'est un système adaptatif extraordinairement intelligent. À chaque instant, il analyse, il ajuste, il répare, il reconstruit. Même lorsque vous dormez, même lorsque vous n'y pensez pas, même lorsque vous êtes totalement inconscient de son travail. En ce moment même, des protéines sont fabriquées, des membranes cellulaires sont renouvelées, des enzymes sont produites, des tissus sont réparés, des réserves énergétiques sont remplies ou utilisées. Et une partie de ces processus est rendue possible grâce à des repas consommés des heures, des jours, parfois même des semaines auparavant. C'est une pensée étonnante. Le petit déjeuner que vous avez mangé ce matin n'est peut-être déjà plus du petit déjeuner. Une partie de ces molécules circule peut-être dans votre cerveau. Une autre participe à la contraction de votre cœur. Une autre encore contribue à réparer un tissu que vous ne saviez même pas avoir dommagé. Votre corps est en perpétuel mouvement. Une reconstruction silencieuse, continue, invisible, et pourtant essentielle. Peut-être que la leçon la plus surprenante de ce voyage n'est pas la puissance de l'estomac, ni la complexité de l'intestin, ni même l'efficacité des mitochondries. Peut-être que la véritable révélation est ailleurs, dans le fait que la vie elle-même repose sur une transformation permanente. Rien ne reste mobile, rien ne reste identique. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque repas, participe à une version légèrement nouvelle de vous-même. Une version qui se construit en permanence à partir de ce que votre corps reçoit et de ce qu'il choisit d'utiliser. Et c'est peut-être cela qui rend la biologie humaine si fascinante. Parce qu'au fond, vous n'êtes pas seulement vivant, vous êtes continuellement en train de devenir. La prochaine fois que vous prendrez une bouchée de nourriture, souvenez-vous de ceci. Ce n'est pas simplement un repas qui commence, c'est un voyage. Un voyage à travers des organes, des vaisseaux, des molécules et des cellules. Un voyage invisible, extraordinairement complexe, et pourtant parfaitement orchestré. Le voyage qui transforme la nourriture en vous.